J'ai toujours eu peur des excès de colère. Mon père était colérique et moi je fuis toute confrontation. Toute, non, pas vraiment, en fait. Ce n'est que très tard que je me suis rendu compte que c'était toujours la même confrontation que je fuyais. Celle avec mon père. J'ai cru pendant des années que je ne lui ressemblais pas. Erreur, je lui ressemble parfaitement, sauf à l'inverse. Mais au fond, est-ce que fuir c'est vraiment l'inverse de confronter ? Ou est-ce que c'est la même énergie juste dirigée différemment ? C'est comme ce chien qui aboie dans la cour de la ferme. Il aboie parce qu'il est méchant ou parce qu'il a peur ? Moi, je fuis les colères parce que j'ai la colère de mon père en moi. Même peur, expression inversée. Alors aujourd'hui, on va parler de ça. Comment nos ancêtres, nos parents continuent à nous habiter sans qu'on s'en aperçoive ? Et comment fuir quelque chose, c'est encore en être prisonnier ? Si vous avez déjà ressenti une peur inexplicable face à une situation anodine, ou peut-être avez-vous remarqué les schémas relationnels qui se répètent dans votre famille, des réactions émotionnelles disproportionnées qui réagissent sans raison apparente ? Ces expériences pourraient être les échos de traumatismes vécus non pas par vous, mais par vos parents, grands-parents ou même arrière-grands-parents. Ce qu'on appelle pudiquement transmission transgénérationnelle, c'est simple. En fait, nos ancêtres nous lèguent leurs traumatismes non résolus. La transmission transgénérationnelle des traumatismes désigne le processus par lequel les effets d'expériences traumatiques ne se limitent pas uniquement à la personne qui les a vécues, mais se propagent aux générations suivantes. Ce ne sont pas des mécanismes vagues, ce sont des procédés précis, documentés et mesurables. Il y a 3 façons dont ça nous atteint. D'abord dans notre corps. Contrairement à ce qu'on pensait autrefois, nos gènes ne sont pas immuables. L'épigénétique nous révèle que les expériences de vie peuvent modifier l'expression de nos gènes sans altérer la séquence d'ADN elle-même. Le stress extrême les modifie et ces modifications se transmettent. Les petits-enfants de survivants de la Shoah présentent des marqueurs biologiques spécifiques. Ils n'ont pas vécu les camps, mais leur système nerveux sait que les dangers peuvent arriver. Mon corps porte la mémoire de traumatismes que je n'ai pas vécus. Mon corps sait quelque chose que ma conscience ignore, comme si chaque cellule gardait la trace d'une histoire qui n'est pas la mienne, mais qui est devenue mienne. Un parent porteur d'un traumatisme peut présenter des difficultés d'attachement, comme une distance émotionnelle ou au contraire une surprotection, des réactions émotionnelles imprévisibles ou disproportionnées, des comportements d'évitement face à certaines situations ou encore des silences et des non-dits autour d'un événement du passé. L'enfant grandit dans ce climat sans comprendre. Il intériorise, il reproduit, ou il fait l'inverse, ce qui en revient au même. Être contre, c'est encore être déterminé par. Dans mon cas, le traumatisme s'est transmis en faisant l'inverse. Mon père colérique, moi qui fuis les conflits, même traumatisme, expression inversée. Mais en y réfléchissant, cette fuite, elle me contrôle autant que la colère contrôlait mon père. Différentes formes, mais même en prise. Et pour finir, il y a les non-dits. Et c'est là que ça peut devenir, terrible. Cette voie concerne les histoires familiales, les secrets, les mythes et les tabous qui se transmettent ou justement qui ne se transmettent pas au sein d'une famille. Lorsqu'un traumatisme devient indicible, il crée souvent un trou dans le récit familial. Dans ma famille, mon grand-père paternel n'existait pas. Un album photo, certes, mais pas d'histoire, pas de nom prononcé, rien, ce vide. Cet album occupait parfois plus de place que nous tous réunis. L'absence peut être plus présente que la présence, plus tyrannique même, parce qu'on ne peut pas se défendre contre ce qui n'est pas nommé. Il y a quelque chose sur laquelle j'aimerais insister, peut-être parce qu'elle résonne en moi. C'est le psychanalyste Nicolas Abrams qui dit « Ce qui ne peut pas être dit avec des mots se dira à travers des symptômes. Le non-dit ne disparaît pas, il se transforme. » Et là, je comprends quelque chose. L'enfant sent ce que le parent tait. Il développe des symptômes pour dire ce qui ne peut pas être dit. Il devient, le porte-parole inconscient du traumatisme familial. La seule chose que j'ai su plus tard, c'est que mon grand-père s'est fait assassiner quand mon père était très jeune. Alors comment reconnaît-on ces héritages empoisonnés dans sa vie ?
Les peurs sans logique, moi c'était les disputes, d'autres c'est l'eau, les uniformes, les espaces clos, sans avoir vécu aucun traumatisme lié. C'est ce que l'on pourrait appeler des loyautés invisibles. Moi je me suis rendu compte aussi que je me sabotais systématiquement au moment de réussir. Pourquoi ? Pendant des années je n'ai pas compris. Et puis un jour j'ai découvert que ce grand-père avait payé cher pour avoir dépassé sa condition. Loyauté invisible, comme si je me devais être inconsciemment fidèle à un destin familial pour ne pas trahir les ancêtres. Les répétitions accidentelles, les dates qui changent, les âges critiques, les schémas relationnels qui se reproduisent malgré notre bonne volonté. Et puis, les vides émotionnels, des zones de ma vie où je ne ressentais rien, ou trop, sans raison apparente. En fait, ces vides, ils correspondent exactement aux trous dans l'histoire familiale. Comme si mon système émotionnel avait des zones mortes là où le récit familial était coupé. Les traumatismes collectifs, c'est encore autre chose. Les traumatismes historiques et collectifs, guerre, génocide, colonisation, déplacement forcé, ont un impact particulier sur plusieurs générations. Ça touche des populations entières, ça traverse les générations comme une épidémie silencieuse. Ces événements affectent simultanément les 3 voies de transmission, biologique par le stress massif qu'ils génèrent, psychologiquement en perturbant profondément les capacités parentales et symboliquement quand ils sont souvent entourés de silence et de honte. C'est comme si, imaginez, vous vivez avec une sirène qui hurle en permanence, mais vous ne savez pas pourquoi elle sonne. Vous vous habituez au bruit, mais votre système nerveux, lui, reste en alerte constante. Pour se libérer d'un héritage traumatique, nous pouvons d'abord accepter que nous l'avons reçu. Mais c'est exactement ce que beaucoup d'entre nous refusent de faire. Pourquoi ? Parce qu'honnêtement, admettre qu'on subit des choses qu'on n'a pas vécues, ça blesse notre orgueil d'adulte responsable. D'abord, c'est d'essayer de reconnaître. Il s'agit d'identifier les schémas répétitifs, les zones de souffrance inexpliquées ou les comportements qui semblent avoir une vie propre en nous. Puis enquêter. J'ai creusé l'histoire familiale, questionné les aînés quand c'était possible, et cherché les coïncidences, les trous, les sujets tabous. La 3e étape, c'est de comprendre sans excuser. Nos ancêtres ont fait du mieux qu'ils pouvaient avec les ressources qu'ils disposaient. Cette compréhension n'excuse pas les comportements destructeurs, mais elle permet de les voir dans leur contexte historique et émotionnel. Et ça, c'est libérateur, parce que comprendre, ça casse la culpabilité. Ça transforme le « je suis défaillant » en « je porte un héritage ». Ce n'est plus un défaut personnel, c'est une histoire familiale. Puis après, c'est ritualiser. Les rituels, qu'ils soient traditionnels ou créés par vous, peuvent jouer un grand rôle dans la transformation des traumatismes transgénérationnels. Écrire une lettre, brûler une photo, planter un arbre, des gestes symboliques transforment plus que les analyses intellectuelles. Pourquoi les rituels marchent mieux que la compréhension ? Parce que les traumatismes ne sont pas stockés dans la tête, ils sont stockés dans le corps, dans les émotions, dans l'inconscient. Il faut parler leur langue. Tant que je nie l'héritage, je le reproduis mécaniquement. Comment s'en libérer ? En arrêtant de lutter contre. C'est comme essayer de ne pas penser à un éléphant rose. Plus on se bat contre quelque chose, plus cette chose nous contrôle. Ce qu'on accepte par contre, ça peut se transformer. Il y a quelque chose de beau dans tout ça. Les traumatismes transgénérationnels ne révèlent pas notre faiblesse. Ils révèlent notre fidélité. Un enfant préfère se croire défaillant plutôt que d'admettre que ses parents le sont. Il reprend leurs blessures par loyauté, pour ne pas les abandonner. C'est de l'amour, mal dirigé, mais c'est de l'amour quand même. Et ça change tout, parce que c'est de l'amour, alors c'est transformable. L'amour mal dirigé peut devenir l'amour bien dirigé. Pas de la culpabilité à effacer, mais de l'amour à réorienter. Une chose importante aussi, la résilience se transmet. Des recherches montrent que lorsque les individus parviennent à donner du sens à leur souffrance et à développer des stratégies d'adaptation face à l'adversité, ils peuvent transmettre cette capacité de résilience à leurs descendants. Quand on transforme un héritage toxique, on ne se libère pas seulement soi, nous libérons nos enfants et leurs enfants. Jung disait « Ce dont vous n'êtes pas inconscient vous dirige ». Pour les héritages traumatiques, c'est littéralement vrai.
Tant qu'on ne voit pas, on reproduit, mais quand on comprend le mécanisme, on peut choisir. Regardez cette transmission en face, ce n'est pas du nombrilisme, c'est de la responsabilité vers soi, vers les générations futures. Cette reconnaissance, loin d'être déterministe, nous offre une liberté nouvelle. En prenant conscience de ces influences, nous pouvons commencer à faire des choix plus éclairés et à rompre les cycles destructeurs. On peut transformer l'héritage traumatique. Et ça c'est honorer vraiment nos ancêtres. Pas en perpétuant leur traumatisme, mais en les guérissant à travers nous.